Mon père, quand il m'a montré ces photos, ils étaient tous dans un carton, en vrac. Et j'ai dit, papa, il faut les sortir, ces photos-là. Donc, j'en ai sorti une centaine. Et j'ai dit, papa, on va faire un album. C'était intéressant quand même de savoir ce que son père, le plus décoré du bataillon du Pacifique, avait fait. Mais ce qui est quand même incroyable, c'est qu'il ait pu ramener tous ces clichés. Une centaine de clichés qui sont assez remarquables, parce que ses camarades n'avaient pas d'appareil photo. Il y avait que lui qui avait un appareil photo. Jean Tranap a 22 ans quand il décide de quitter sa Nouvelle-Calédonie natale pour s'engager dans le bataillon du Pacifique. Il s'appelle encore Tran Ap et fait partie des 600 volontaires qui, répondant à l'appel du général de Gaulle, vont parcourir des milliers de kilomètres pour libérer la France de l'occupation allemande. Une France que ce jeune soldat au trait indo-chinois ne connaissait pourtant qu'à travers ses livres d'histoire. Ça filme, ça? Ça enregistre, ça filme, ça prend des photos, ça fait tout ce qu'on veut. Je vais te poser une dernière question, après je t'embête plus. Parlez peu de ces histoires de guerre. Parce qu'il dit, quand j'en parle, après je ne peux plus dormir la nuit. Ça me réveille des cauchemars, des mauvais souvenirs, je ne dors pas la nuit. Donc il ne parlait pas de ça. C'est que ces dernières années, je me suis dit, il faut quand même que je le questionne parce que ses souvenirs vont partir avec lui. Et c'est pour ça que j'ai enregistré par téléphone ce qu'il racontait. Et il y en a encore d'autres dans ces cartons des photos. Il y en a encore d'autres, il y en a quelques-unes encore. Donc j'ai conservé tout ça parce que c'est précieux. Et... Bon, à part ça alors, mais raconte... d'autres histoires. Mon père, il commence par faire son service militaire. Et au moment de son service militaire, il y a eu l'appel du 18 juin. L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commandent à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. Vive la France, libre dans l'honneur et dans l'indépendance. La grande majorité des Calédoniens décident de résister. Donc mon père s'est engagé tout de suite, spontanément, sans rien demander à personne, sans contacter ses copains, sans en parler à son père. Et ça lui semblait naturel et il est allé s'engager. Alors au moment où il s'engage, il a 22 ans. Il n'a pas de fil à la patte, pas de petite copine. Déjà, il aimait la France. Et puis il y avait un désir d'aventure, et puis aussi le désir de connaître la France et de libérer la France de l'oppresseur. Il disait, je suis protégé par ma mère. J'ai la baraka, il ne m'arrivera rien. Le bataillon du Pacifique a été formé. Il y a des Tahitiens qui sont arrivés à Nouméa, c'était 300. Et puis il y a eu 300 Calédoniens aussi qui sont partis sur le Zélandia, direction l'Australie, pour être formés en Australie. Et en Australie, c'est là que tu as acheté ton appareil photo? Oh, je m'en souviens pas. J'ai acheté cet appareil. Je sais pas. Si c'était au départ de Nouméa, je l'avais peut-être déjà. C'est une boîte, hein, une petite boîte. Je ne sais pas si je l'ai acheté en Australie ou si je l'ai acheté à Nouméa. J'ai les photos prises à Birakem. Là. Les premières qui me tombent dessus, là, c'est Birakem.
Voilà, c'est son équipe, son véhicule avec ses copains. Donc on lit de gauche à droite, Losac, Raguet, Jean Tranap, et sur le véhicule Maurice, Eugène Milot. Ils sont en plein milieu du désert, hein, on voit que les cailloux... Parce que sinon, vous étiez rationné comment pour l'eau? Normalement, c'était 2 litres par jour. C'était juste pour boire, quoi. Pour moyen de se laver, bien sûr. À peine, oh là là, je lavais même pas les dents. Hein. Je lavais même pas le bout du nez. C'était assez rare. Ouais, ça devait sentir le faux. Et vous n'étiez pas embêté par les... Deux litres d'eau par jour, c'est pas beaucoup. Et ils étaient embêtés par les poux. Ils avaient des poux dans les chaussettes, dans les vêtements, qui les gratouillaient, mais ils n'arrivaient pas à s'en débarrasser. Sinon, la nourriture, c'était toujours pareil. Ils disaient potatoes, cornet de bif, et cornet de bif, potatoes. Ils avaient ordre de tenir une semaine pour permettre aux armées anglaises de se reconstituer sur l'arrière, du côté d'El Alamein. Et puis, au lieu de résister une semaine, ils ont résisté 14 jours, 15 jours. Ils étaient 3700 Français et autour d'eux, il y avait 35 000 Allemands et Italiens. Ils avaient des canons de 75, en face, ils avaient des canons jusqu'à du 210 mm qui leur tombaient dessus, plus les avions de la Luftwaffe. Mon père était chef de groupe, donc il commande 7-8 bonhommes. Donc on les voit dans des tranchées. Bon, c'est lui qui a pris la photo, mon frère, hein, et on ne le voit pas dessus, mais on l'a vu ailleurs. Mon père faisait partie de la première compagnie, celle qui s'appelait la compagnie d'Angers, parce qu'elle était de tous les coups durs. Le soir du 7 juin 1942, la position est à court de munitions. Il n'y a presque plus d'eau, presque plus de vivres. Il faut faire quelque chose. Mon père est volontaire avec le lieutenant Bellec et 4 autres camarades pour aller chercher ce convoi. C'était un convoi absolument indispensable pour que la position tienne encore quelques jours. Sinon, ils étaient écrasés, submergés. Alors, attention, il fait nuit. Il y a juste la lumière des étoiles. Ils n'ont pas le droit d'allumer les phares. Il faut qu'ils roulent doucement. Alors, à la sortie, ils voient la silhouette de 2 tanks. Alors, ils disent, qu'est-ce qu'on fait? On va à droite? On va à gauche ou on va au milieu? Il dit, on passe au milieu. Comme ça, s'ils tirent, ils vont se tirer l'un sur l'autre. Ils passent. Et personne n'est réveillé dans les chars. Alors, ils pensaient que c'était des Italiens, hein, parce que les Italiens, ils dorment. Les Allemands, ça ne serait peut-être pas passé comme ça. Donc, ils ont rentré les 15 camions. On est à la barbe des Allemands. C'est quand même pas mal. Hein. 6 bonhommes avaient dans leurs mains le sort des 3700 Français. Ça, on ne sait pas. Alors c'est à la suite de ça que mon père a été décoré de la Croix de guerre par le général de Gaulle. Loin de la France, dans le soleil d'Afrique, sauvant le drapeau, un moment tombé. Les croisés du désert au cœur stoïque, aux bras invaincus, n'ont pas succombé. Épopée et de titans. S'ils avaient loupé, le Bir Hakeim serait tombé. Et certainement, les Français libres ont été faits prisonniers. Épopée et de titans, et vers la gloire s'élevant jusqu'au temple, sous le regard du monde qui contemple, ces héros incarnés
fin 1944, début 1945. Il a mis le pied sur le sol français. Il faut imaginer que plusieurs années avant, il s'était engagé justement pour délivrer la France et pour connaître la France. Pour lui, c'était le grand événement. Alors, arrivé à Paris, qu'est-ce qu'il est devenu? Les Français sont enthousiasmés. Ils veulent remercier d'une façon ou d'une autre les combattants. Alors il y a des familles françaises qui veulent accueillir des combattants chez eux. Alors c'est comme ça que mon père est rentré, un peu comme le loup dans la bergerie, et qu'il a rencontré ma mère, qu'il a connu ma mère. Ça a bien accroché. Ma mère apportait le café au lit à mon père. Et son père lui a dit, « Hé, Odette », parce que ma mère s'appelle Odette, « Mais c'est sérieux cette histoire-là, hein, attention, hein ?» Ouais, c'était trop tard. Fallait pas faire rentrer le loup. Et c'est comme ça qu'ils se sont mariés juste avant que le bataillon reparte en Calédonie sur le bateau. Ma mère, effectivement, était enthousiasmée. Elle dit, « Bon, je veux connaître le Pacifique, c'est l'aventure. » Et moi, je suis né là. Un an après la naissance de Jean-Claude à Nouméa, Odette et Jean décident de retourner vivre à Paris, où ils auront un deuxième enfant. Jean-Claude grandit en France. Il fera plus tard le trajet inverse pour revenir s'installer à Nouméa, remontant ainsi le cours de l'histoire de son père. Voilà, ok, merci. Allez.